That love, you know what? It's glamour, shoulder, hammer. Visionnaire. Visionnaire et organisé. C'est là, je suis là. T'es visionnaire. Tu veux pas qu'on dise que t'es visionnaire, mais t'es visionnaire parce que je vais te dire très sincèrement, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'archives, même concernant l'histoire des Noirs, tout simplement, l'histoire des Noirs aux États-Unis, concernant l'esclavage. Il y a beaucoup d'archives qui sont en anglais. C'est énorme. Et en fait, ce que tu dis, c'est très vrai. Et c'est aussi mon cas, même si bon, j'ai un petit anglais de base, je peux discuter, mais tu as vu de là à lire un livre de 400 pages en anglais, non, merci. Voilà. Mais, ou bien des fois, les traductions, elles sont faites… Voilà, exactement. Tu vois, Voilà. les traductions, elles sont faites mot à mot. Quand on sait déjà, par exemple, que moi, je parle un anglais d'Angleterre et que l'anglais des États-Unis, les expressions, des fois, ne sont pas les mêmes. Enfin, tu vois. Et c'est hyper important ce que tu fais. Et moi, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que c'est des livres que tu as… Enfin, est-ce que tu as une liste de livres, Ouais. ou est-ce que c'est des livres qu'on peut te suggérer? Est-ce que Ah oui, tu vas non. faire le choix de ces livres? On va en fait, dans un premier temps, on a créé une collection. Comment dire, on a acheté des droits de certains bouquins que moi personnellement j'ai lus parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie vient de quelque chose qui, d'un point de vue personnel, un manque personnel dont j'avais besoin moi. Ouais. Et donc ça va être ça pour les 5 ou 6 premiers livres. Mais bien entendu, grâce aux réseaux sociaux, donc d'ailleurs, je vous invite tous à suivre Omax Books aujourd'hui, qui est déjà en ligne, même si c'est un compte vide pour le moment, mais allez-y, n'hésitez pas à le suivre. L'idée, c'est donc OMAX Book, comme un bouquin avec un S. Et en gros, l'idée, c'est que après, on va créer, bien entendu, comment dire, des instants de lecture. On va faire des sondages pour savoir ce qu'ils veulent, parce que ce qui est intéressant, c'est que ce sont des bouquins qui existent déjà. Le vrai défi d'une vraie maison d'édition, c'est de trouver un auteur, de faire une avance, d'attendre que le livre arrive, etc., etc. Ça, c'est un vrai défi, c'est un travail bien différent. Donc, on va faire une maison d'édition, enfin, j'ai créé une maison d'édition qui est chargée de traduire des livres en anglais qui existent déjà pour les amener à une communauté qui, entre guillemets, existe déjà. Je sais qu'un bouquin de Issa Rae peut intéresser les femmes de ma communauté. Je sais qu'un bouquin de Rick Ross peut intéresser les gens qui aiment la musique dans ma communauté. Je sais qu'un bouquin de Common peut intéresser… Voilà, tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, on va mettre ces livres-là à disposition et ça sera à vous de nous dire ce que vous voulez, parce qu'aujourd'hui, on a créé les contacts avec les maisons d'édition américaines. On a trouvé une équipe de traducteurs qui va pouvoir traduire un bouquin, mais comme nous, on l'aurait fait, tu vois, comme nous, on aime le faire. Et on va, je dis tout de suite qu'on va pas rentrer, parce que d'autres le font très bien, dans comment dire, dans quelque chose, tu as parlé, tu vois, de bouquins afro ou de bouquins, etc. Ça, c'est quelque chose, tu vois, qu'il faut, c'est un sujet, c'est pas que je prends pas au sérieux le divertissement, mais les sujets sociaux, politiques, etc., ce ne sont pas des choses sur lesquelles on peut pas s'improviser là-dessus. Donc, si par exemple, quelqu'un un jour veut m'accompagner là-dessus, je le ferai. Mais là, je vais parler de ce que moi je connais, c'est-à-dire la musique, le sport, la culture, le divertissement. On va choisir un maximum de livres autour de ça, on va les traduire et on va les mettre à disposition des francophones, parce qu'on a acheté les droits dans le monde entier en français. D'accord. Est-ce que ça veut dire que ce seront des livres physiques, ou est-ce que ça veut dire que ce seront des e-books? Alors, à l'heure actuelle, on a acheté les droits pour les e-books parce que c'est une économie que je connais pas encore, pas du tout. Donc, les e-books, je connais, puisque je sais vendre des produits culturels dématérialisés, entre guillemets, puisque c'est ce que je fais tous les jours avec la musique. Mais donc pour le moment, on va le sortir en e-book. Après, moi, si je te montre ma bibliothèque, là, tu vas voir que je suis un grand amoureux du physique, donc que j'ai besoin de cette sensation de palpable. Mais c'est un investissement différent, c'est des mises en place différentes par rapport à des magasins, par rapport à la Fnac, par rapport aux libraires, etc., par rapport à Amazon et tout. Donc, on va d'abord apprendre à le faire avec des e-books pour pas se tromper. Tu vois, on va créer une communauté, on va le faire comme ça avec vous ensemble. Et à partir du moment où on aura, tu vois, aujourd'hui encore, j'étais en ligne avec Laurie du Club Read. Tu vois, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, ça serait bien qu'on discute parce que je suis en train de travailler là-dessus et que tu es la personne
que je connais, qui s'intéresse vraiment aux livres. On a parlé de plein de choses et c'est un métier que je suis en train de découvrir. Donc, je vais pas tout de suite me lancer comme dans la sortie du physique. On va d'abord faire des e-books. Ça sera disponible, tout le monde pourra l'acheter. Et à partir de là, si on voit que ça fonctionne bien et si on voit que ça intéresse des gens, et ben là, on va passer au physique et ça va être plutôt cool. Est-ce que tu as répondu à une demande? Ou est-ce que c'est quelque chose qui émane vraiment de toi à Non, la base? vraiment, je t'explique vraiment la réflexion. Moi, dans le métro, je lis. Enfin, à l'époque où je prenais le métro, qu'on pouvait encore le prendre normalement. Je lis en fait et je lisais des bouquins. Et comme je lis des bouquins, il s'avère souvent que j'ai pas le temps de ranger le bouquin parce que la station, tu vois, t'es souvent surpris quand tu lis, quand tu arrives à ta station. Et donc j'arrive à mon rendez-vous professionnel et je me pose devant le mec. Donc je pose mon bouquin sur son bureau ou à côté de moi et il me dit, ah, qu'est-ce que tu lis? Ah, c'est en anglais. Ah, je le lis pas. Et ça m'est arrivé vraiment des dizaines de fois. Et quand je me suis rendu compte de ça, bah, je me suis dit, bon, en fait, il y a quelque chose à faire parce que j'ai plein de gens autour de moi, mes frères, même d'un point de vue personnel, tu vois, qui déjà ne lisent pas beaucoup et qui en plus ne lisent pas les bouquins qui nous concernent parce que les bouquins qui nous concernent sont souvent en anglais. Ouais. Donc en fait, la demande est autour de moi, je vois le truc. Et quand je me rends compte en fait que c'est si simple de commander un bouquin en anglais sur Amazon, bah, je me dis qu'au bout d'un moment, il faut peut-être se lancer et le faire en français parce qu'il y a plein de gens qui ne le font pas. Donc il y a une demande et surtout, c'est comme d'habitude, on ne s'invente pas, je ne vais pas traduire des bouquins de géopolitique, de sociologie, de sciences, etc. Je vais traduire des bouquins de personnes qu'on va voir en concert, qu'on regarde sur Netflix, qu'on écoute sur Spotify. Et donc, c'est quelque chose. En fait, les bouquins que je vais éditer sont des bouquins dont j'aurais pu faire la promo. On Oui. aurait pu m'appeler pour me dire la bio de Rick Ross va sortir. Est-ce que tu veux faire de la promo pour la bio de Rick Ross? Donc, autant, ou plutôt que d'attendre que ce business-là arrive, et ben, au final, autant le faire et je ferai de la promo pour le bouquin. Est-ce que quand tu fais justement, quand tu rachètes les droits pour Mhm, le livre de Tiffany Haddish ou la bio de Rick Ross, est-ce mhm. que les principaux concernés sont au courant? Tu vois ce que je veux dire? Oui, et apparemment, alors je peux pas encore donner l'ordre de sortie parce qu'on est encore en train de travailler ça, mais les ayants droit, donc en l'occurrence, comme c'est des gens assez jeunes, donc ils sont encore vivants, doivent donner l'autorisation à ma société d'édition de la vente en fait du bouquin. Ils peuvent refuser. Et un exemple, j'ai appris ça tout à l'heure grâce à Laurie du Club Read qui m'a expliqué que par exemple la bio de Malcolm X avait été les droits de la bio de Malcolm X avaient été récupérés par une maison d'édition française qui avait coupé des parties, qui avait mal traduit la bio. Et aujourd'hui, à l'heure qu'il est, il est impossible de trouver en France la bio de Malcolm X en français. C'est quelque chose que D'accord. je savais pas. J'ai appris ça ce midi, pour tout te dire. Mais les ayants droit ont un droit de regard sur ce que tu fais et de la manière dont ça va être fait, D'accord. par Donc exemple. même jusqu'à la fin, quoi. Avant la sortie, ils peuvent dire Ah ah ouais, non. ouais, ouais. Ah, non, non, si. Une fois que tu l'as acheté, après, c'est une négociation en disant, voilà, t'envoies le bouquin que tu as traduit, ils le relisent, ils regardent la bio, qu'est-ce qui est écrit, quel est ton argu. Après, l'idée, c'est de travailler tous ensemble, tu vois. D'accord. Mais donc, il y a enfin, il y a peut-être des corrections, etc. Mais ils auraient pu me dire, non, on ne veut pas que toi, Alexionestas, tu récupères les droits de ce livre. Ils auraient pu me le dire et j'aurais pas eu le droit de le traduire. Alexion Extas, à quand au Max TV? Je me suis fait la promesse, et c'est pas quelque chose qui ne m'intéresse pas, mais je- il y a un moment où je ne peux pas être. Mon métier principal est de faire en sorte que les artistes soient diffusés sur un grand nombre de médias. Et par respect, déjà je vois le boulot d'être un média, c'est un autre métier. Et je me suis fait en fait une promesse de ne pas empiéter sur mes partenaires. C'est-à-dire que tu vois, je peux pas aujourd'hui lancer un site de rap français et après appeler Bouscapé en leur disant est-ce que tu peux mettre tel artiste pour lequel je bosse? Puis à un moment, il y a des limites même si tu fais du business, il y a des limites à la décence. Tu vois pas ce que je veux dire? Oui. C'est pour ça, par exemple, que je ne produis pas de musique.
Parce qu'au bout d'un moment, je ne peux pas produire de la musique que je mettrai en avant humainement beaucoup plus que la musique de mes clients. Est-ce Tu que c'est comprends pas pas ce que je veux dire? comme ça que Jay-Z fonctionne? Je réfléchis pour voir s'il n'y a pas de… Oui, parce que par exemple, oui, parce que voilà, je vais t'expliquer dans son histoire un conflit d'intérêts. Jay-Z était un investisseur minoritaire du club Brooklyn Nets, donc du club de basket qu'il a fait venir du New Jersey jusqu'à Brooklyn, son quartier à lui. Et à un moment donné, quand il a voulu lancer Rock Nation Sport, il a dû revendre ses parts au sein des Nets parce qu'il ne pouvait pas être agent de joueur pour d'autres équipes et à la fois être propriétaire d'une équipe. Il y a un moment, tu vois, il y a des choses qui sont humainement pas possibles et qui, sur le long terme, vont desservir ton business. Moi, par exemple, allez, je sais pas, je bosse avec A2H, un artiste, par exemple. Moi, je comprendrais qu'ils prennent très mal que j'arrive à placer mon artiste sur TF1, pour donner un exemple, bref, peu importe, j'arrive à placer l'artiste que je produise sur TF1 et pas lui. Tu vois ce que je veux dire? Même si, par exemple, un autre artiste aurait plus de raisons d'y être, ou peu importe, ou moins ou pas, il y a un moment donné, tu as un conflit d'intérêt qui n'est pas jouable. Je suis en charge de mettre en relation des artistes avec des médias, donc je ne suis pas un producteur d'artistes, donc je ne suis pas un média. Tu es un intermédiaire. Tu vois pas ce que je veux dire? Et voilà. Et je trouve que On me c'est dit, quelque chose est-ce de que plus c'est simple. pour ça que tu n'es plus dans ta radio? Quelle radio? Quelle radio, Karine? Ouais. Quelle Est-ce que c'est pour radio? ça que tu n'as plus ta radio? Voilà, c'est ce qu'on me demande. J'ai plus ma radio, mais je n'ai jamais eu de radio. Ou alors, ah, peut-être l'émission que je faisais sur Espace FM, peut-être, c'est ça? Peut-être que Ah, Karine parle de ça. L'émission que je co-présente, enfin, que j'avais une rubrique dans une émission sur Espace FM le matin où je parlais. Et non, 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 ça, c'est juste une histoire de temps. C'est une histoire de temps. J'ai pas eu le temps de. J'avais plus le temps de le faire. J'avais plus le temps de le faire, simplement. alors, me demande pas, j'ai appuyé sur un truc. Voilà. C'est bon. Il n'y a plus le temps de le faire, mais non, 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 c'est pas. Ah non, la radio, ah non, ok, la radio en ligne. Alors ça, c'était Stream. On l'avait appelé, ouais, on l'avait appelé Stream STRM. Non, c'est juste que j'avais pas l'équipe à l'époque qui était apte pour le faire. Voilà, c'est tout D'accord. simplement. C'est pour ça que tu as arrêté? C'était une Ouais, ouais, parce application? que c'était une application où je faisais des trucs. Et puis surtout après, Spotify s'est développé. Ouais. Maintenant, on peut faire des playlists. Par exemple, on a lancé la semaine dernière, chacun des membres de mon équipe a lancé une playlist pour chacune de nos agences. Donc, il y a une playlist afro-caribéenne pour Hublot, une playlist urbaine pour Au Maximum et une playlist pop pour Environnement. J'ai demandé à mes équipes de mettre leur goût personnel et les clients dans la playlist. Et puis, c'est cool, quoi. C'est plus simple, c'est plus accessible. Et voilà. Est-ce que tu vas t'arrêter de rêver un jour? Non, ah non, je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur, c'est-à-dire que mon métier, c'est ça en fait. Mon métier, c'est de trouver des nouvelles idées, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et puis surtout, tu vois, par exemple, ça vient d'un besoin personnel d'entreprendre. Ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est mon tempérament de toujours créer des choses, de toujours penser au futur. Mais ça vient aussi d'une demande du business. Je vais t'expliquer un truc simple d'un point de vue chiffre. Au maximum, c'est beaucoup de petits budgets constants. Tu vois? On m'appelle beaucoup pour des petits budgets constants. Hublot, c'est moins de contrats, mais beaucoup plus long et beaucoup plus lucratif. Tu vois? Non, pardon, là je parle d'environnement. Excuse-moi. Donc, environnement, la pop, c'est moins de contrats, mais beaucoup plus long et beaucoup plus lucratif. Et par exemple, au-delà de ma réelle volonté de vouloir créer une plateforme afro-caribéenne, il y avait un moment où entre Au Maximum et Environnement, je travaillais moins l'été parce qu'il y a moins de sorties d'albums l'été en musique urbaine et en musique pop. Tu vois, du 15 juin au, du 15 juin au 15 septembre, il y a moins de sorties dans ce genre de type de musique, tu vois. Et donc, Hublot, au-delà de me faire plaisir parce que c'est de la musique afro-caribéenne que j'apprécie, eh ben, c'est aussi pour combler le fait que durant les mois d'été, ben, il y avait moins d'activités. D'accord.
Tu vois, et comme avec Hublot, il y a des sorties constantes durant l'été sur la musique afro-caribéenne, c'est le moment où on a envie d'écouter ce genre de titres, c'est le moment où les albums sortent, c'est le moment où il y a des festivals, etc., etc. Et ben, le manque à gagner que j'avais sur Au Maximum et Environnement, je l'ai trouvé en lançant Hublot, par exemple. Tu Mhm. vois, c'est aussi des choses comme ça que tu crées par aussi un manque. Donc, non, je vais jamais rêver, je vais jamais, si j'arrête de rêver, je ferme la boutique et je vais faire autre chose. Si on m'avait dit un jour que je serais prof à la Sorbonne, c'est même pas un rêve, tu vois, j'ai même pas rêvé de ça un jour, tu vois, parce que c'est au-delà du rêve même. C'est très important. Tu sais, moi, j'ai vu quand j'ai parcouru un peu tes interviews, que Mhm, on te demandait à quel moment entreprendre, à quel moment se lancer et tout ça. Et en fait, tu expliquais qu'il n'y a pas vraiment de moment. Le tout, mhm, c'est d'avoir une idée, un concept, quelque chose et de se lancer. Le tout, c'est de se exactement, lancer. Et exactement. ensuite, de l'idée qu'on avait de base, elle pouvait se transformer sans même qu'on puisse y penser. Par exemple, je sais pas, aujourd'hui, je sais pas, je peux vendre, je sais pas, des pantalons euh, Mhm. et demain faire une marque de vêtements, par exemple. Tu vois, Ouais, ouais. voilà. Et en fait, tu disais que au départ, toi, donc au maximum, qui était un magazine, Mhm. tu vois, tu l'avais fait grandir petit à petit, hein, marque de vêtements, site internet, agence de communication événementielle, Ouais, agence spécialisée dans la musique urbaine, maintenant 3 agences de communication, c'est ça. plus au Maximo, et maintenant tu fais carrément au Maxbook, tu vois. Mhm. Mais si on t'avait dit à 15 ans que t'inquiète pas, dans 25 ans, dans 20 ans, tu aurais fait ça, ça, ça. Voilà. Et ce qui était important dans ton discours, c'était faut se lancer. Parce qu'on cherche toujours, on se demande toujours, oh maintenant, non, l'année prochaine, non, il faut Ouais, plus ouais. d'argent, non, il faut plus de ça. Et toi, tu dis non, lance-toi et on verra bien Et ce que puis ça va surtout, donner. bah oui, parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui m'informe beaucoup. Tu vois, j'ai lu beaucoup de bios d'entrepreneurs, beaucoup de bios de personnalités, beaucoup de livres. Je suis tout le temps en train de regarder les informations, etc., etc. Et cetera. Et en fait, s'il y a un truc que je peux retenir par rapport à ta question, c'est que en fait, dans 90% des cas, et c'est vrai, hein, c'est pas quelque chose que je sors comme ça, un chiffre au hasard, dans 90% des cas, l'idée que tu avais de base ne sera pas ce qui te fait réussir ou la fin de ton idée. Tu vois, un exemple, euh, tu vois, il y a plein de marques que l'on connaît qui étaient destinées à être une chose et qui au final ont explosé, ont pivoté, ont changé en étant totalement différentes avec un produit. Apple faisait des ordinateurs qui ont plus ou moins bien marché quand on connaît en fait la réalité économique d'Apple à la base, sachant que Steve Jobs s'est quand même fait virer parce que ses ordinateurs ne marchaient pas, tu vois, de sa propre société. Et derrière, ce qui a vraiment fait le switch, c'est l'iPod, puis l'iPhone. Et aujourd'hui, encore alors que tout le monde, une génération a découvert Apple par l'iPhone, aujourd'hui, ce qui va faire leur chiffre d'affaires de l'année, c'est les services. Tu vois, je te veux dire, ce sont les services, c'est Apple Music, Apple TV, etc. Donc en fait, si on avait dit à Steve Jobs qu'un jour, ce qui lui ferait gagner de l'argent, c'est qu'il ferait, c'est qu'il vendrait de la musique sur Internet, tu vois, ça n'existait même pas Internet. Tu vois Ouais. pas ce que je veux dire? Donc en fait, tu ne sais jamais ce qui va te permettre de perdurer dans un milieu et dans le plus souvent, ton idée de base se transforme avec tes rencontres. Tu vois, se transforme avec, avec tes rencontres, avec ton vécu, avec plein de choses. Et c'est comme l'exemple, par exemple, que je dis souvent de la personne qui va créer, comme tu as dit tout à l'heure, une marque de vêtements. Mais peut-être que ta destinée, c'est peut-être pas de créer une marque de vêtements avec un t-shirt et un logo. Peut-être qu'un jour, tu vas vouloir coudre une veste quelque part et que tu vas inventer la fermeture éclair révolutionnaire ou le tissu qui va permettre aux gens en Inde ou au Pakistan d'arrêter de s'empoisonner quand ils font nos vêtements chez Zara ou chez Intel. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu vas changer la donne alors qu'à la base, tu devais juste créer une marque de vêtements. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et c'est ça la base, tu vois. Euh, quelqu'un comme Mark Zuckerberg crée Facebook. Facebook n'était pas Facebook à la base. Facebook, c'était un truc, c'était un blog étudiant. Ouais. Tu vois pas ce que je veux dire? Et derrière, c'est devenu ce que c'est devenu. Donc, en fait, la seule chose, le seul conseil et le seul argument qu'il faut donner aux gens, c'est de faire des choses. Tu vois pas ce que je veux dire? De faire des choses, de créer des choses et de ne pas s'arrêter à la vie des autres, juste de faire, euh,
de faire un maximum d'expériences, de tenter des choses et, euh, et de ne pas s'arrêter aux retours qu'ils vont avoir sur Internet ou en réalité, de ne pas écouter leur famille sur le fait de le faire ou pas le faire, juste faire les choses. Et au pire, comme j'ai dit, l'expérience, même si le projet ne fonctionne pas, j'ai rencontré Didier parce que j'ai fait au maximum le fanzine. Au maximum, le fanzine n'existe pas. Aujourd'hui, Didier, ça reste 20 ans plus tard mon meilleur ami. C'est le parrain de ma fille. Et même si moi, j'ai arrêté de faire des événements, on a arrêté de travailler tous les jours ensemble. Sans cette personne-là dans ma vie n'aurait pas été similaire. Et cette personne-là, j'ai rencontré parce que j'ai fait au maximum. Donc, si au final, ça n'avait pas marché et que si j'avais un autre métier aujourd'hui, si je faisais autre chose, ça m'aurait quand même permis de rencontrer cette personne-là. Tu vois pas ce que je veux dire? Donc, il y a un moment, en fait, où toute expérience est bonne à apprendre, mais je vois trop souvent de gens m'expliquer qu'ils vont faire des plans, réfléchir, euh, créer, trouver de l'argent, trouver des partenaires. Moi, avant de monter au Maxbook, avant d'avoir le premier contrat qui s'est signé vraiment dernièrement, la semaine dernière ou la semaine d'avant, tu vois, j'ai acheté des bouquins, j'ai regardé derrière les bouquins qui étaient les maisons d'édition, j'ai été sur leur site, j'ai contacté des gens, j'ai expliqué mon projet, et un an plus tard, on a la première validation de OK, on vous vend les droits de tel bouquin, on a acheté les droits de tel bouquin, on a 5, 6 bouquins, etc. C'est parti, on va le faire. Tu vois, je te veux dire. Mais avant ça, j'ai pas attendu d'avoir un plan pour le faire. Je veux traduire des bouquins. OK, la première chose à faire, c'est d'acheter des bouquins déjà, de les lire, tu vois, déjà. Ensuite, de regarder qui a fait ce bouquin, comment on achète des droits. Je n'avais aucune idée de comment on achetait des droits, de quoi que ce soit. Et après, ça, c'est ça. Mais ça, c'est déjà se lancer, en fait. Ouais. Mon projet, il n'existe pas depuis que j'ai eu les droits. Mon projet, il existe depuis que j'ai lancé parce que j'avais envie de le faire. Et ça se trouve, à la fin, j'aurais dit, bon, ben, en fait, c'est pas viable, c'est pas rentable, ça m'intéresse pas. Peut-être que tout le monde aurait pu refuser de me vendre les droits des bouquins, mais pendant un an, j'aurais travaillé sur un truc où j'aurais appris comment, par exemple, acheter des droits. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que dans 10 ans, quand quelqu'un vient me dire, ouais, ben, on veut acheter les droits de tel film, j'aurais pu dire, je sais comment ça se passe. Parce qu'il y a 10 ans, j'avais ouvert ce dossier-là pour faire ce truc-là. Tu vois pas ce que je veux dire? Et Ouais. c'est ça qui est intéressant dans le fait de toujours essayer de faire des choses. C'est que peut-être que ça marchera pas, mais que tu rencontreras des gens ou ou que tu vas acquérir des compétences qui vont te servir dans un tout autre domaine. Tu vois? Si aujourd'hui, tu n'étais pas directeur d'une agence, enfin de plusieurs agences, qu'est-ce que tu serais? Je, je n'ai aucune possibilité. C'est impossible de répondre à cette question parce que ma mère te le dira. Je suis un têtu, tu vois. Je, j'ai, je fais ce que je veux, mais pas d'un point de vue hautain. Je fais ce que je veux parce que je travaille et parce que je m'en donne les moyens. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je suis le seul dans ma famille à avoir refusé catégoriquement à apprendre la musique. Ma mère a voulu m'envoyer au conservatoire. Mon père joue du saxophone, mon frère joue de la batterie et mon autre frère joue de la guitare. Je suis le seul à ne pas savoir lire la musique, à ne pas savoir jouer d'un instrument. Par contre, à partir du moment où j'ai voulu travailler dans la musique, tu vois, j'ai travaillé dans la musique. Tu vois pas ce que je veux dire? Donc, je suis voilà, je suis quelqu'un, je ne sais pas en fait. Parce qu'à partir du moment où je veux quelque chose, je suis capable de, et c'est assez limite pathologique, je suis capable de perdre des gens, je suis capable de perdre de l'argent, je suis capable de perdre des opportunités. Tu vois, j'ai raté, enfin, j'ai pas raté, parce qu'au final aujourd'hui je suis content, mais j'ai refusé des postes pour être entrepreneur. J'ai refusé des postes sans savoir si j'allais manger le mois prochain, mais vraiment, tu vois, parce que quand on a commencé Pop Love Soul, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était un partenariat qu'on avait. On gagnait très peu d'argent et on avait déjà 24, 25 ans. Tu vois pas ce que je veux dire? Ouais. Donc, il y a un moment, en fait, où j'ai refusé des postes intéressants pour faire un pari, mais parce que je ne me voyais pas faire autre chose. Et je pense que si tu as un plan B, c'est que ton plan A, t'es pas assez passionné. Moi, j'ai toujours travaillé sans plan B. J'avais un parachute qui était un parachute, comme je disais tout à l'heure, institutionnel. J'ai fait des études. Je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Je suis quelqu'un de très économe.
Je suis pas quelqu'un tu vois, de flambeur, etc. Tu vois, je me crée un parachute. Je sécure the bag, comme dit DJ Khaled. Tu vois, je fais attention. Mais par contre, une fois que que je fonce, je fonce. Tu vois, moi, je pourrais arrêter de travailler pendant 1 an si je suis sûr qu'un projet à la fin peut aboutir. Mhm. Tu vois, vraiment, réellement, vraiment, je suis capable de le faire. Je suis capable de tout remettre en question. Tu vois, quand je suis parti de Make It Clap, je n'avais plus envie de faire des soirées. Mon associé était Didier. Je lui ai dit, tu gardes, toi, tu as envie de continuer. Je lui ai dit, moi, je vais lancer une agence. Donc, au moment où je lance l'agence, je ne suis pas certain que les gens vont faire appel à moi. Mhm. Je lui ai dit, tu gardes Hip Hop Love Soul. Hip Hop Love Soul, c'est quelque chose qu'on a créé à deux. Hein. On l'a créé à 50-50. On a investi dans mon truc. Je n'avais plus envie de le faire. Euh, j'ai envie que tu continues à porter ce projet-là. Il avait envie de continuer à porter ce projet-là. En aucun cas, je me suis mêlé de la fin d'Hip Hop Love Soul parce que je me consacrais au maximum. Mhm. Tu vois, je te veux dire. Et je sais que personnellement, si j'avais eu des droits sur Hip Hop Love Soul, si j'avais dû surveiller, etc., j'aurais pas pu être à fond sur au maximum et en même temps surveiller Hip Hop Love Soul. Tu vois pas ce que je veux dire? Donc, je lui ai dit, continue, t'es mon frère et ça me fera plaisir de continuer à aller à Hip Hop Love Soul en tant que client et regarder ce truc grandir, voir des gens qui n'avaient pas l'âge de venir quand on a lancé ce projet, venir aujourd'hui aux soirées de Didier. Tu vois, c'est magique en fait. Tu vois ce que je veux dire? De Mhm. voir que ton projet continue. Mais, mais pour ça, il faut que tu sois serein sur autre chose et c'est impossible de répondre à ta question. Je suis ce que je suis parce que j'ai tout donné en fait. Vraiment, parce que voilà, j'ai tout Une autre abandonné, j'ai tout question, donné. tu Mhm, me fais rebondir sur quelque chose. Euh, il y a il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de gens qui mhm. veulent se lancer aussi dans l'entrepreneuriat, mais pas tout seul. Si tu Ouais. avais un conseil à donner, parce que là aujourd'hui tu parles d'une association avec Didier, tu as dit que c'était Mhm, ton meilleur ami, que c'était le parrain de ta fille. mhm. Il y a des associations qui se passent un peu moins bien quand il y en a un qui part, ou en tout cas il y a des conflits d'intérêts. Si aujourd'hui, par exemple, moi je devais monter quelque chose avec quelqu'un, vers quel genre de personne tu me conseillerais d'aller? Moi, je te conseillerais pas de t'associer à quelqu'un. Voilà. Je te conseillerais pas de. Il y a, peut y avoir. C'est des avis très différents. Chacun peut avoir son avis là-dessus. Et chacun. Attends, juste me branche aussi. Hop. Chacun peut avoir son avis là-dessus. Mhm. Moi, je ne conseille pas de s'associer avec quelqu'un quand on monte un projet parce que s'associer, c'est faire preuve de compromis, tu vois. Enfin, c'est obligatoire, tu vois. Tu peux pas être tout le temps sur la même longueur d'onde, même si ce sont des compromis soft, tu vois. C'est pas forcément obligé d'être violent ou en embrouille. Mais, mais comment t'expliquer ça? Quand tu lances un projet, il faut le lancer seul pour le développer de ta manière, à ta vision. Et une fois que tu arrives au bout de tes capacités, tu peux t'associer avec quelqu'un qui va t'apporter un, un second souffle ou qui va t'apporter des capacités qu'il te manque. Et là, si la personne est réellement impliquée et la personne est réellement talentueuse, tu peux t'associer, fusionner les boîtes. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut un projet, il faut construire son projet, je pense, seul pour avoir justement ta vision sans compromis. Au maximum, c'est au maximum. On fait ça, on fait de la promo, on fait telle chose, on fait telle chose. Ensuite, après, je vais employer des gens, je vais trouver des partenaires, je vais trouver des gens qui veulent peut-être s'associer avec moi, etc., etc. Mais à la base, je lance au Maxbook, c'est ma vision des choses. Je fais ce que j'ai envie de faire avec les bouquins que j'ai envie de faire. Si demain, Flammarion, Albin Michel ou d'autres agences, d'autres maisons d'édition veulent s'associer avec moi, faisons-le. Ça serait vraiment cool, on le fait, on y va, on fonce, tu vois. Mais ma vision des choses, c'est ça. Et si demain, je me rends compte que je peux sortir seulement 400 livres parce que je suis limité et que Albin Michel peut me faire en sortir 10 millions, c'est un exemple, peu importe, là, ouais, on s'associe. Mais la base, c'est je l'ai créé. Tu vois ce D'accord. que je veux dire? Ouais. Alors que si, par exemple, tout à l'heure, tu as parlé, par exemple, de livres sur l'esclavage, des livres sur la culture afro, etc.
c'est pas un mauvais point de vue. Ça peut être intéressant. Et peut-être que si je t'avais parlé de l'idée et qu'on s'était associé, ton point de vue, il n'était pas. Attends, j'ai débranché le truc parce qu'après ça glisse. Ton point de vue, il n'est pas mauvais, tu vois. C'est juste que tu as ton point de vue sur les livres à lire. J'ai mon point de vue sur les livres à lire. Livre à lire, ouais. Donc, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, Conflit quand on va d'intérêt? sortir. Ouais, pas conflit d'intérêt, mais quand on va sortir à la fois le livre de Rick Ross et à la fois le livre de, tu vois, la bio de Malcolm X, par exemple, pour faire deux choses différentes, on ne sera pas sur le. Même si ce sont deux niches un peu similaires, on ne pourra pas être à fond sur la même chose. Ouais. Tu vois pas ce que je veux dire? Et il y a un moment où entreprendre, c'est tellement donner de l'énergie, donner son temps, donner sa vie, que tu es obligé d'être à fond. Tu vois pas ce que je veux dire? Didier et moi, on s'est associés sur Make It Clap parce que lui, il avait sa partie organisation où il était à fond. Vraiment, tu vois, il organisait déjà des soirées, il faisait déjà des événements. Et moi, j'avais ma partie promotion, communication, où j'étais à fond. Moi, avant de bosser avec Didier, je ne faisais pas de soirée. Je n'organisais pas de soirée. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, lui, c'est beaucoup mieux organiser une soirée que moi. Et moi, je sais beaucoup mieux communiquer que lui. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est d'avoir été à 100% dans nos domaines qui a fait que notre association a fait qu'on a marqué Paris d'une certaine manière. Mais peut-être que quelqu'un qui avait déjà fait des soirées de son côté se serait associé avec Didier. Ouais, je comprends. Peut-être qu'ils auraient été tout le temps dans un conflit. Oui, mais la soirée, il faut la faire sur les Champs-Élysées. Non, il faut la faire là-dessus. Didier me faisait confiance à 100% sur la communication, tu vois. Et moi, je lui faisais confiance. Quand il me disait, on va faire la soirée à tel endroit, il est parfois arrivé que j'avais même pas visité l'endroit. Tu vois pas ce que je veux dire? Il allait voir la salle, il signait les contrats, et après, il me disait, on fait la soirée au Bataclan. Et j'avais pas été avec lui visiter le Bataclan, etc. Parce que pendant ce temps-là, je remplissais le concert précédent. Tu vois pas ce que je veux dire? Ouais. Et un matin, il est arrivé en me disant, OK, 15 juin, Hip Hop Love Soul au Bataclan, à toi de jouer mon vieux. Le thème, c'est tel thème. Moi, je faisais mes recherches graphiques pour le flyer, mes recherches de partenaires, de radio, etc. Et après, lui, limite, jusqu'à la soirée, il s'occupait même plus du remplissage. Bien entendu, il me demandait où ça en était, qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce que ça fonctionnait, tu vois. Mais c'était ma partie à moi. Et je pense que deux personnes à 100%, c'est beaucoup mieux que deux personnes qui sont totalement dans le conflit. Tu vois, les meilleures associations, c'était ça. Tu vois, Steve Jobs, c'était un visionnaire et s'est associé avec un autre ingénieur qui est moins connu, qui était lui la partie réellement créatrice, de l'ingénierie d'Apple. Mais Steve Jobs, c'est pas un ingénieur, c'est juste un mec qui est un visionnaire extraordinaire, tu vois. Et il disait à ses gars, on va faire une montre, on va faire un téléphone. Et il avait le meilleur mec pour faire les meilleurs écrans de téléphone, le meilleur design, le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est magique. C'est ça qui est magique. Mais et voilà. Et c'est pour ça que quand Jay-Z est devenu un meilleur businessman que Damon Dash, et ben au final, sur le même point, et ben au final, ils se sont séparés. Ouais. Parce qu'il avait une vision du business, Damon Dash avait une vision du business, et après, ils ont dû se séparer. Voilà. Donc, quand tu entends qu'aujourd'hui, Jay-Z est l'un des premiers billionnaires, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça ne te choque pas? Et le premier billionnaire de la culture urbaine rap. Parce que D'accord. Dre n'a pas été millionnaire, milliardaire, pardon, milliardaire. Dre n'a pas été, il a vendu Apple, enfin, il a vendu Beats pour 1 milliard, etc. à Apple, mais il n'est pas devenu lui seul milliardaire. D'accord. Alors, excusez-moi, j'ai mélangé avec milliardaire, mais bon, milliard Non, là, non, mais en tout cas, on je parle de comprends milliards. bien, je comprends Voilà. bien, je comprends bien. Jay-Z D'ailleurs, on est va te devenu demander milliardaire. ton avis sur la vente Voilà. de Fit by Dre. Voilà. Non, mais voilà, et, bah, c'est très très bien. C'est quelque chose qui est. C'est exactement ce que je te dis. On est seul. Enfin, lui était seul avec Jimmy Iovine. Jimmy Iovine, qui est en fait un grand businessman de la musique, qui a travaillé dans les studios avec plein d'artistes. Voilà. Et en gros, ils ont été à fond à 100% dans leur domaine à eux. Et à un moment donné, ben, on a une marque qui est à 100%, qui a atteint son plafond. Quelle autre marque qui n'avait pas encore, qui avait des casques tout pourris, il faut dire la vérité, à l'époque, avant que Bill Baldry arrive dans l'histoire, les casques d'Apple étaient nuls. Et ils arrivent, il nous manque quelque chose. On n'a aucun besoin de changer votre vision au niveau de Beats. Tu vois, vous avez fait un travail super, on vous rachète et c'est super. Et donc Jay-Z, ouais, il est devenu le premier milliardaire. Et c'était quoi ta question sur Jay-Z? Excuse-moi. Est-ce que c'était prévisible? Enfin, est-ce que pour toi, c'était prévisible? Oui, oui. Pas. Juste, c'est les vrais fans, enfin les vrais fans et entrepreneurs attendaient juste. C'était comme, tu vois, tu sais que dans les restaurants, quand tu as
Les Quand tu étoiles? as le nombre de commandes, non, quand tu as Ouais. tu vois, le nombre de commandes qui arrivent et que tu attends la millionième commande, on savait qu'il allait devenir milliardaire, c'était sûr. De toute façon, lui-même le disait dans ses paroles. Il y avait une parole sur un morceau qui disait je suis déjà le GOAT, le plus grand de tous les temps. Next step, it's a Billy, tu vois. C'était sûr que ça allait être lui le premier. Quand il dit qu'il est le plus grand de tous les temps, il parle que au niveau chanson ou il parle au niveau business? Les deux, parce que dans le rap, ça fait entièrement partie du. On est les artistes qui montons des labels le plus facilement. On est des artistes qui produisons d'autres artistes le plus facilement. Donc le business fait partie du rap. Mais c'est le plus. Moi personnellement, il y aurait un autre débat, il y aurait un clash aussi à faire là-dessus avec plein de gens. Mais quand je pense que tu as une quinzaine d'albums, d'albums à ton actif et que tu as su te renouveler autant et passer des générations, c'est quand même un mec qui a fait des duos avec Notorious Big et qui aujourd'hui fait des duos avec J. Cole. Mhm. Quand tu as réussi à faire ce, une longévité pareille, il y a un moment donné, tu peux plus faire autrement. Mhm. Enfin, tu peux plus nier que le mec est le plus grand de tous les temps, tu vois. Et c'est même pas fini, en fait. C'est ça, Tu vois ce que je veux dire? c'est ma prochaine question. C'est même pas fini, tu vois. C'est pas fini. Là, aujourd'hui, on a vu son move avec la NFL. Il a encore d'autres moves sous le chapeau. Aujourd'hui, tu as Beyoncé dans la course aussi. Enfin, tu vois, c'est infini, en fait, ce qu'il est en train de faire. Donc, tu veux dire par là que son union avec Beyoncé, même ça, c'était pensé? Je pense que c'était pas anodin. C'était pas anodin. Je pense que tout est réfléchi de la part de ce mec. C'était pas anodin. Mhm. Et voilà. En tout cas, est-ce que tu penses que c'est lui qui a mis Beyoncé là où elle est aujourd'hui? Alors, je ne m'intéresse pas assez à Beyoncé Mhm. pour juger, mais en tout cas, une chose est sûre, et ça, c'est un débat qu'on a déjà eu plusieurs fois au bureau. Jay-Z était beaucoup plus avancé que Beyoncé au moment où ils sortent leur duo euh, ensemble, Bonnie and Clyde. Jay-Z était déjà multi-platine, était le propre producteur de ses disques, avait déjà une marque Rocawear qui faisait des millions et des millions de ventes dans le monde entier. Au moment où il fait le duo avec Beyoncé, donc Bonnie and Clyde, leur premier titre ensemble, c'est une très bonne chanteuse. C'est quelqu'un qui a eu du succès avec Destiny's Child, mais Jay-Z était déjà dans d'autres sphères, hein. N'oublions pas que quand ils font Bonnie and Clyde, c'est Blueprint 2. Jay-Z avait déjà fait donc Blueprint 1, avait déjà fait toute sa série In My Lifetime, avait déjà fait, enfin tu vois, il était déjà très très loin, tu vois, c'est pas son premier album de Jay-Z c'est pas son premier album de Jay-Z qu'il a fait son duo avec Beyoncé, tu vois, c'était déjà un certain nombre d'albums et surtout il avait déjà eu son tube hors rap qui était Art Not Life, tu vois, qu'il avait déjà fait connaître dans d'autres sphères que juste le rap et il avait déjà des albums de platine dans tous les sens, quoi. Si Donc Jay-Z te demande de faire je pense que ça a servi, je pense que ça a servi les deux. ouais. Si Jay-Z te demande de faire la communication de son concert, là vous vous asseyez aux États-Unis, il dit écoute, Ouais. Max, tu veux que tu fasses la promo de mon concert, tu dis oui. Tu sais, Mais même partout, on me attention, pose, c'est-à-dire que ouais. lui, là, je ne demande pas un concert selon ta vision des choses à toi. C'est-à-dire Mhm. que lui, il fait son concert et il dit bon, bah, par contre, ma communication, je veux que ce soit toi qui t'en occupe. Écoute, c'est assez paradoxal ce que je vais te dire par rapport à tout ce que je viens de dire, mais je sais pas si j'ai vraiment envie de le rencontrer. De le rencontrer. Tu vois pas ce que je veux dire? Mhm. Je sais pas, en fait. C'est-à-dire que je prendrais le défi, hein. Je me connais, tu vois. Je t'ai parlé de la Sorbonne, on a parlé pendant 3 heures. Tu sais à peu près maintenant comment je suis. Ouais. Voilà. Je le prendrai le défi, je le ferai, c'est sûr. Mais sincèrement, je ne suis pas sûr que j'ai envie de le rencontrer. J'ai déjà rencontré Biggs, j'ai déjà rencontré Damon Dash. Mais Jay-Z, malgré tout, c'est une star. Il a un côté entrepreneur, mais c'est une personnalité. Et je ne sais pas si j'ai réellement envie d'être déçu Voilà, c'est ça. par le fait que le mec reste une personnalité et qu'on ne vit pas dans le même monde. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que je ferai quelque chose qui va lui déplaire, peut-être que je ferai quelque chose qui va lui. Tu vois, par exemple, pour t'expliquer un peu une anecdote, c'est que la première fois que j'ai été dans son club à, la première fois que j'étais dans son club à New York, le 4040,
Mhm. J'étais seul à l'époque à New York et tout. C'était un de mes voyages, j'étais seul. Et je vais à Santa Forti. J'avais une seule peur, c'est de me faire recaler du club. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je me suis dit, tu vois, le gars, il a un lieu qui le symbolise, le Forti Forti, où tous les Noirs américains de Manhattan vont boire un verre en sortant de leur bureau, vont regarder un match. Tu vois, c'est vraiment comme si tu étais, entre guillemets, chez lui, entre guillemets, tu vois. Et je me suis dit, merde, si je vais là-bas et que je me fais recaler, ça veut dire qu'en fait, je fais pas partie de ce, tu vois, de cette vibe, en fait, tu vois, ça veut dire que, alors qu'en vrai, ça aurait dû juste être le portier qui était mal luné et qui m'aurait vu et qui m'aurait dit non, tu vois, ça aurait juste été mais je me suis dit, merde, s'il me fait caler, tu vois, au moment, plus j'y allais, plus je me disais, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je garde ce truc comme un rêve dans ma tête, ouais, un jour j'irai, ou est-ce que, voilà, j'y étais, je suis rentré et tu avais l'impression d'être chez lui, tu vois, parce que je suis un vrai fan, vraiment humainement de ce gars. Mhm. Et donc, j'aurais peur un jour de le côtoyer et d'être déçu par l'homme, en fait. Ouais. Tu vois, donc c'est juste ça. Mais après, si un jour on m'appelle, voilà, avec ou sans l'interdiction de Trump, t'inquiète que demain je suis à New York et que même s'il faut aller en bateau à la rame, et j'y vais, et puis voilà, quoi, tu vois, il n'y a pas de souci, C'est bien. il n'y a pas de problème. Alors, je voudrais que tu donnes un conseil aux jeunes entrepreneurs ou aux gens qui veulent entreprendre, qui sont jeunes et qui ont des idées. Je voudrais que tu donnes un conseil aux gens qui ont des idées et qui veulent se lancer. Ben, mon conseil, il serait de, je donne souvent ce conseil, c'est de ne pas écouter les retours. Tu vois, c'est assez paradoxal avec tout le bullshit d'entrepreneuriat qu'on vous vend en ce moment. Tu vois, c'est la grande mode aujourd'hui d'entreprendre, de donner des conseils, des gens qui n'ont jamais entrepris, qui donnent des conseils, qui te disent pour entreprendre c'est comme ça, tu vois, alors qu'ils n'ont jamais été dans la situation, tu vois. Et il y a un moment en fait où n'écoutez pas les gens, parce qu'en fait, déjà comme le dit l'adage, si à l'époque des carrosses, si on avait demandé aux gens comment ils voudraient faire pour aller plus vite, ils auraient rajouté des chevaux, ils n'auraient pas inventé une voiture. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Déjà, premièrement, ça, c'est un truc vieux comme le monde. Mais en plus, surtout, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui, en fait, bousillent le cerveau, en fait, des plus jeunes. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait au maximum, dans ma tête, c'était le meilleur magazine rap au monde. Tu vois? Ouais. Alors que c'était un truc objectivement nul, tu vois? C'était un truc en noir et blanc, photocopié, c'était naze, tu vois, en vérité, quand étais juste quelqu'un qui regardait ce magazine, tu vois, pas ce que je veux dire. Mhm. Mais dans ma tête, c'était le meilleur. Et t'avais beau me dire qu'il y avait une faute, t'avais beau me dire que c'était pas bien, c'était le meilleur. Parce que j'ai pas écouté les gens. Et parce que je savais que moi, personnellement, j'avais donné le meilleur dans ce projet, le meilleur que je pouvais faire avec mes moyens, ma connaissance. Et donc, c'était le meilleur magazine que je produisais, tu vois, pas ce que je veux dire. Mhm. Et donc, à un moment donné, aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes qui se lancent dans des projets et qui, à partir du moment où ils n'ont pas une reconnaissance immédiate, instantanée, à partir du moment où ils présentent ce projet-là à un public, à une masse de personnes, abandonnent ou le modifient ou le changent ou font en sorte que ça devienne ce que veulent les gens. Tu vois pas ce que je veux dire? Alors, c'est très bien aujourd'hui d'avoir, tu vois, aujourd'hui, je suis content d'avoir Instagram pour que les gens me disent quel livre ils vont vouloir lire pour au Maxbook. C'est très bien. Mais le parti pris était je veux traduire les bouquins qui me ressemblent. Mhm. J'ai pas fait d'abord, j'ai pas décidé de monter une agence enfin une maison d'édition en me disant je vais faire un sondage pour savoir ce que les gens veulent lire et je vais l'éditer. J'ai décidé moi de faire des bouquins qui nous ressemblent et à partir de là, qu'est-ce que vous voulez dans cette liste de bouquins? Mhm. Tu vois ce que je veux dire? L'aspect commercial intervient à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes demandent à leurs potes ou aux gens autour d'eux qu'est-ce que vous voulez et font ce que les gens veulent. Et c'est ça qui est dommage, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, l'énergie d'un jeune, c'est d'aller à contre-courant. Tu vois ce que je veux dire? Quand les mecs ont créé je vais monter loin, mais quand les mecs ont créé le rap, ils ont pris des disques qui existaient déjà, ils les ont mis en boucle et ils ont parlé dessus. Mhm. Quand tu expliquais ça à quelqu'un qui aimait réellement la musique dans le sens noble du terme à l'époque, il disait mais c'est un blasphème. Tu vois pas ce que je veux dire? Et ben aujourd'hui, il faut des blasphèmes.
Et aujourd'hui, je vois pas assez de blasphème. D'accord. Tu vois pas ce que je veux dire? Je ne vois pas assez de jeunes à contre-courant. Je me prends pas assez de claques. En fait, je me sens pas assez vieux. Et ça, c'est un problème. J'aimerais me sentir plus vieux que je ne le suis parce que ça me prouverait que les jeunes sont plus dingues que je ne le pense. Tu vois pas ce que je veux dire? Moi, quand je passe devant un lycée aujourd'hui et que je vois des jeunes entre 12 et 20 ans, je suis pas choqué, tu vois? Et pourtant, j'ai 38 ans, donc j'ai bientôt 40 ans, je devrais être choqué, tu vois? J'ai 20 ans de plus qu'eux. Moi, je pense que quand nous, en fait, on se baladait, et quand je dis nous, c'est tout milieu confondu, les rockers, les mecs du hip-hop, les mecs de la techno, etc. Quand tu devais passer devant un lycée à notre époque, mais tu devais péter un câble quand tu avais 40 ans, 50 ans. Quand tu voyais les mecs en baggy d'un côté, les gars du rock avec des crêtes de l'autre, les gars de la techno avec des piercings chelous, tu vois ce que je veux dire? Et encore, je dis chelou parce que je considère ça moi comme chelou, Oui, tu vois bien bah, ce que sûr. je veux dire? Mais s'il était chelou, c'est qu'il était dans son trip à lui, tu vois? Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je vois moins ça. Et donc, si je devais donner un conseil aux jeunes pour entreprendre, c'est qu'il faut entreprendre sur des choses qui vous parlent à vous et il faut pas écouter, il ne faut pas, comment dire, écouter ni le public, ni les gens plus âgés que vous. Faites ce que vous avez à faire avec vos petits moyens et vous inquiétez pas. Lorsque vous aurez convaincu une partie de la population, les mêmes gens qui vous ont dit que ça ne fonctionnait pas et les mêmes gens qui ne voulaient pas mettre 1 euro dessus seront les premiers à vous rappeler pour vous dire comment on fait. Comment on fait pour ça. Tu vois pas ce que je veux dire? C'est ça, en fait, le vrai but. C'est d'imposer sa vision des choses et d'imposer ça. Sinon, si en fait ton but c'est de rentrer dans un moule, sincèrement, et c'est pas du tout péjoratif par rapport, j'ai des collaborateurs, je suis seul entrepreneur dans ma famille, tu vois, mes parents n'ont pas entrepris, mais si c'est pour rentrer dans un moule et avoir une vie beaucoup plus saine, sereine, posée Là, et assurée, va chercher un travail, même un travail très haut placé, même un travail qui va te faire gagner plus d'argent qu'un entrepreneur, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais si c'est pas pour prendre des risques, n'entreprends pas. Si c'est pour avoir si c'est pour avoir 5 restos normaux qui ne réinventent rien, en vérité, je te jure, va faire autre chose. Parce que quand tes restos vont être moins à la mode, ils vont fermer en fait. Tu vois pas ce que je veux dire? ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait le but. Quand on entreprend, c'est, moi j'aurais le temps de faire des business qui me parlent pas, des trucs, tu vois, qui vont juste me rapporter une ligne supplémentaire dans mon chiffre d'affaires. Tu vois, j'aurais le temps de faire ça, tu vois. Mais aujourd'hui, si j'entreprends, c'est pour faire des choses différentes. C'est pas pour faire des choses qui vont. Moi, je veux changer le monde. Mhm. Et en voulant changer le monde, j'arriverai à poser des petites pierres. Tu vois pas ce que je veux dire? Je veux jamais changer le monde, mais je veux changer le monde. Si tu veux pas changer le monde, franchement, fais partie du monde, et c'est pas péjoratif du tout, fais partie du monde, et une retraite assurée, et ton chômage assuré, pars en vacances quand tu peux partir en vacances, et c'est beaucoup plus cool comme ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, je vois des gens, des jeunes, qui veulent entreprendre, mais en rentrant dans un moule. Mhm. Et ça, je trouve ça dommage. Tu vois? Mhm. Ça, je trouve ça. Putain, on a tellement parlé de mes. Tu m'entends? Ah bah, j'ai plus de batterie. Voilà. Donc voilà, tu vois, mais ça, c'est mon conseil, c'est-à-dire entreprends, vas-y à fond et n'écoutez pas vraiment, ne prenez pas en considération ce que disent les gens parce que les gens ne peuvent pas savoir. Moi, en fait, tu avais beau me dire ce que tu veux sur au maximum sur le fanzine, même si tu me donnais des bons conseils, tu n'aurais jamais pu savoir ce que ça allait m'apporter et ce que ça allait créer. Les gens qui étaient là, et je vais te dire un truc, il y a des employés, il y a des gens avec qui je travaille aujourd'hui ont 24 ans, au maximum à 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu pouvais savoir la personne qui a 4 ans aujourd'hui, ma fille a 4 ans? Comment tu vas expliquer à quelqu'un qui fait un projet aujourd'hui que ma fille sera embauchée par cette personne-là, qui a 18 ans aujourd'hui? Tu comprends pas ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est imprévisible. Donc, tu ne peux pas savoir. Donc, il faut faire. Il faut faire et t'apprends au fur et à mesure. C'est pas plus compliqué que ça.
Est-ce qu'il faut avoir peur des échecs? Je suis contre, moi, c'est super relou de se tromper. Tu vois, les gens disent, ouais, aujourd'hui, la nouvelle mode, c'est de dire, oui, limite, trompons-nous, tu vois. Moi, je suis pour la deuxième, troisième, quatrième chance, mais moi, je viens d'un milieu où j'ai pas je peux pas me tromper, en fait. Souvent, les gens qui se disent, oui, l'échec, c'est pas grave, on peut se tromper, on peut recommencer, c'est souvent des gens qui ont des assurances, qui ont des parents qui peuvent les supporter, qui ont un patrimoine personnel. Moi, j'ai peur de l'échec parce que hormis ce que moi j'ai mis de côté, on m'a rien donné en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc cette notion de dire oui, on peut se tromper. Attends, excuse-moi, je me branche. On peut se tromper, on peut faire plusieurs fois. Moi, en fait, quand on a lancé Make It Clap, par exemple, pour parler de Make It Clap précisément, quand on a lancé Make It Clap, c'était un pari sur notre vie en fait. Tu vois pas ce que je veux dire? Donc bien sûr, il faut avoir peur de l'échec parce que je pense que les gens qui sont sur ce live et les gens qui sont autour de nous, s'ils se trompent, ils tombent très bas en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme quelqu'un qui peut se dire ok, si je me trompe, t'inquiète pas, quelqu'un va payer mes dettes et je vais retourner vivre chez mes parents, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas si simple que ça. Donc les gens qui sont sur des blogs d'entrepreneurs en disant oui, l'échec c'est grave, etc. Bien sûr, c'est dur l'échec. Parce que quand par exemple tu vas voir ton banquier, que tu es entrepreneur et que tu lui demandes même pas de l'argent, mais que tu lui demandes juste une autorisation de découvert ou que tu lui demandes un prêt de trésorerie, etc. Et si tu te trompes une fois, ton banquier, c'est pas l'ami de ton père ou il n'a pas vu ta mère comment dire, poser des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros à travers toute sa vie, tu vois. Ton banquier ne te connaît pas parce qu'en fait, tu as eu un compte jeune et que tu es le premier de ta famille à entreprendre. Et que si tu te trompes, la deuxième fois, si tu es fiché Banque de France, bah, tu n'auras plus rien la deuxième fois. Tu n'auras même pas de compte pour encaisser, tu vois pas ce que je veux dire. Donc c'est super dur l'échec. Il faut avoir peur de l'échec parce que l'échec, c'est ce qui te motive à te lever. Moi, je me lève tous les matins à 5 heures du matin parce que j'ai peur de perdre. Sinon, je me lèverai à 7 heures. Tu vois pas ce que je veux dire? Je vais peur parce qu'à 5 heures, parce que les 2 heures où je travaille seul tous les matins, c'est 2 heures en plus sur une majorité de personnes. Et que ces 2 heures-là m'ont fait parfois gagner des années, en fait. Tu vois pas ce que je veux dire? Au MaxBooks, je l'ai créé durant ces 2 heures en plus toute l'année, quand j'étais pas en train de travailler sur mes agences et quand j'étais pas en train de travailler sur des choses déjà installées. Moi, j'ai grave peur de me tromper. C'est quelque chose d'humain et c'est quelque chose qui te booste. Et c'est quelque chose, je pense que seuls les bien lotis ont peur ou n'ont pas peur de se tromper. Tu vois, seuls les bien nés n'ont pas peur de se tromper. Tu vois? Donc ça fait des gens parfois très intelligents qui, comme ils n'ont peur de rien, eh ben, créent des choses extraordinaires, tu vois. Mais par contre, nous, on vient d'un milieu où se tromper, moi, demain, au maximum, ne fonctionne pas. J'ai la chance d'avoir peut-être des portes de sortie par la Sorbonne, par des choses comme ça, tu vois. Mais moi, demain, je viens d'un milieu, je suis quelqu'un en France qui, si demain, il perd tout, ce ne sera pas pour aller chercher un métier dans des connaissances que j'ai par mes parents ou par mon réseau. Ce sera pour aller remonter en bas de l'échelle, tu vois pas ce que je veux dire? La peur de l'échec, oui, ça doit tout le temps être en toi, en fait. C'est un moteur? Ah oui, oui, non, mais oui, c'est un moteur. Comme je te dis, c'est pour ça que je me lève tous les matins à 5 heures du matin. Tu vois, j'ai jamais fait ça dans ma vie avant d'entreprendre. Tu vois, je suis pas quelqu'un j'ai créé ce rythme et cette manière de faire parce que justement j'ai peur. Et en plus, aujourd'hui, mes collaborateurs sont sous ma responsabilité. Tu vois, là, il y a le Covid, il y a le confinement, etc. Mais à la fin du mois, les gens, ils ont besoin, et encore plus aujourd'hui, ils ont besoin de moi pour vivre. Tu vois, je dépends d'eux autant qu'ils dépendent de moi parce qu'on est une vraie équipe soudée, mais j'ai peur de l'échec parce que si j'ai un échec, je les mets aussi eux dans une situation compliquée. Ouais. Donc oui, je pense qu'il faut avoir peur de l'échec, il faut arrêter les mecs dans la Silicon Valley qui te disent oui, faut pas avoir peur de l'échec. N'oublions pas que la Silicon Valley, c'est un endroit où les salaires
ou les loyers pour vivre en Silicon Valley, il faut déjà avoir réussi. Oui. Tu vois, si tu vas tenter ta chance dans la Silicon Valley et si tu peux te payer un loyer dans la Silicon Valley, c'est que tu as déjà réussi en fait. Donc bien sûr que tu n'as pas peur de l'échec quand tu as déjà mis l'équivalent d'un salaire d'une vie de côté. Effectivement. Voilà, tu vois, Effectivement, voilà. l'échec ne sera pas vécu pareil. Exactement. Ne sera pas vécu pareil. J'avais envie de te demander quel conseil tu te serais donné à toi à 15 ans, mais j'ai envie de me dire, enfin, je sais pas, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, si tu devais donner un conseil au petit que tu étais à 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais en même temps, je trouve ce jeune de 15 ans tellement visionnaire, tellement audacieux, tellement organisé dans sa tête quelque part, et tellement culotté aussi, que je me dis, quel conseil tu aurais pu lui donner d'autre? Je lui aurais dit peut-être de ne pas, tu vois, j'ai un seul petit regret, peut-être si on doit parler de ça, c'est de ne pas m'être ouvert assez tôt. Tu vois, je suis quelqu'un qui est, comme disait Joe Star, je suis quelqu'un qui est un pur produit de l'infamie appelée la banlieue de Paris. Tu vois, je suis un vrai banlieusard qui a grandi en banlieue, qui vit en banlieue, qui s'est fait happer par la culture hip-hop, qui est une culture de banlieue. Et puisqu'au final, j'ai réussi à le faire de manière naturelle en ayant redécouvert mes origines afro-caribéennes d'un point de vue culturel, parce que c'est quelqu'un c'est quelque chose que tu rejettes un peu quand tu es un peu plus jeune, tu vois, quand tu vas au mariage, que tu écoutes, que tu as entendu Akio, que tu as entendu Kassav, tu te dis, ouais, c'est la musique des parents, j'écoute pas ça en fait, tu vois, pas ce que je veux dire. C'est quelque chose que je me suis réapproprié d'un premier temps. Et après, par rapport à d'autres types de musique comme l'électro, comme la pop, etc., c'est quelque chose que j'aurais aimé découvrir beaucoup plus tôt. Je me serais dit, ouvre tes oreilles. Le rap, c'est magnifique, c'est ta culture, ne renie jamais d'où tu viens. Et c'est pas parce que demain tu réussis qu'il va falloir renier ce que tu es et ce qui t'a élevé, tu vois, je veux dire, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je reste. Mais par contre j'aurais aimé avoir beaucoup plus tôt d'autres influences. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. J'ai eu la chance de skater un peu, j'ai eu la chance de découvrir d'autres personnes par ce biais-là. À l'époque où je faisais un peu de skate, tu vois, donc ça t'amène aussi un peu des influences rock, des influences plus open, parce qu'il y a beaucoup de blancs en fait qui sont dans le skate, tu vois. Donc, jeune, tu vois, ça te permet de découvrir d'autres personnes qui ont grandi ailleurs, qui ont des parents qui ont fait découvrir d'autres styles de musique. Mais ouais, à 15 ans, je me serais dit ça. Je me serais dit, tu sais, acheter l'affiche et groove et radical, c'est bien, tu as raison, n'arrête jamais parce que ça t'amène une culture. Mais si parfois tu achetais aussi Reggae Magazine ou Rock Magazine, 2-3 fois dans l'année, tu vois, ça serait cool aussi de lire ça aussi. Juste pour avoir un peu d'autres choses. Voilà. Quand ta mère, elle parle de toi aujourd'hui, elle dit que tu fais quoi? Elle dit que ma mère aujourd'hui, elle me conseille des artistes avec lesquels travailler. Donc elle sait pas vraiment détailler spécifiquement ce que je fais. Mais par contre, la dernière fois, elle m'a dit oui, j'ai entendu parler d'un jeune qui s'appelle Riles, qui fait tout seul chez lui. Tu devrais l'appeler parce qu'il fait tout seul. Donc tu devrais l'appeler pour lui proposer ce que tu fais, tu vois. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, et, en tout cas, c'est magnifique. Elle me dit ce qu'elle aime comme type de musique et elle est fière de moi parce qu'aujourd'hui, je fais vivre ma famille grâce à un torchon, tu vois, que je photocopiais et que je distribuais à mes potes, tu vois. En tout cas, c'est super. En tout cas, c'est super. Ouais. Merci beaucoup. Je ne vais pas te retenir 4 heures parce que là, dans 30 secondes, le live va couper. Ouais, je remercie vraiment tous ceux qui ont été sur le live. Je te remercie vraiment, vraiment très. Je pense qu'on va réitérer l'opération. Cool. C'était vraiment cool. Merci d'avoir pris du temps pour moi. Je te remercie d'avoir répondu positivement à mon invitation. Merci beaucoup, Max. Je te laisse le mot de la fin. Tu as 10 secondes. Merci à tous. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour vos questions et merci à toi. Voilà. Juste merci, ça suffit. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous à demain 20h pour un autre épisode. You know what? It's Glamour Show.